Bonsoir. Après quelques semaines à regarder les cartes de l'Allemagne, puis les plans de Berlin, je voulais aujourd'hui clore cette série en analysant la place de l'Allemagne en Europe. Car la réunification a modifié non seulement la physionomie de l'Allemagne, mais aussi celle de l'Europe. Pour le chancelier Kohl, l'unification allemande et l'unification européenne sont les deux faces d'une même médaille. Eh bien, allons vérifier si c'est exact. Reprenons une carte de l'Europe en 1945. L'Allemagne est alors partagée en 4 zones d'occupation que contrôlent les Américains, les Anglais, les Français et les Soviétiques. La réunion des 3 zones occidentales conduit en 1949 à la création de la RFA, la zone soviétique devenant la RDA. Et lorsqu'en 1950, le plan Schuman jette les bases de la construction européenne avec 6 pays fondateurs, la RFA a donc 1 an. C'est-à-dire que les dates de naissance sont quasiment simultanées. Le développement de la RFA est parallèle à celui de la construction européenne. Son intégration à l'Europe visait à ancrer le pays dans des structures occidentales, autant pour la protéger de la menace communiste que pour la protéger d'elle-même. C'est donc dans ce cadre européen que la RFA est devenue un géant économique tout en restant un nain politique. Eh bien, ce nanisme politique convenait en fait très bien aux pays voisins. Quand en 1989, la chute du mur de Berlin laisse entrevoir la réunification du pays, les craintes apparaissent ici et là, à peine cachées. Dès 1990, on perçoit bien que la France, la Grande-Bretagne et surtout les Pays-Bas sont réticents au processus d'unification car ils redoutent le retour de la puissance allemande. À l'Est, en Pologne et en Tchécoslovaquie, l'anxiété porte plus précisément sur les frontières. Les Tchèques se souviennent des Sudètes, qui leur avaient été enlevés en 1938, et les Polonais savent bien que leur pays est formé de territoires qui appartenaient à l'Allemagne d'avant-guerre. Alors on se souvient de la formule entendue en France « J'aime tellement l'Allemagne que je me réjouis qu'il y en ait 2 ». Or, il n'y en aura effectivement plus qu'une, dès le 3 octobre 1990. Et cette réunification, en fait, se passe bien, parce que la RDA, en étant intégrée à l'Allemagne de l'Ouest, est simultanément intégrée à l'Union européenne. Mais un tel changement de frontière provoque mécaniquement des effets géographiques, car l'Allemagne partage désormais une frontière avec 2 pays de l'Est de l'Europe, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Le pays se trouve désormais au croisement entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Alors il faut d'abord solder le passé. En 1990, l'Allemagne signe avec la Pologne un accord reconnaissant la ligne Oder-Neisse comme son intangible frontière orientale. Puis, en 1992, avec la République tchèque, un traité de bon voisinage qui sera suivi en 1997 par une déclaration marquant la réconciliation entre les 2 pays. Ensuite, le futur. L'Allemagne s'engage auprès de ses voisins à soutenir leur candidature auprès de l'Union européenne. Elle les rassure, mais en même temps, elle favorise son hinterland économique. L'Allemagne est le premier créancier occidental de cette région et le premier partenaire commercial de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Bulgarie. On a donc depuis la réunification une Allemagne de plus en plus tournée vers l'Europe centrale. Un tel mouvement devant d'ailleurs se trouver renforcé par le transfert de sa capitale qui passera avant l'an 2000 de Bonn à Berlin. Berlin doit alors accueillir le siège du gouvernement, la chancellerie, le Parlement et 11 ministères. On a regardé la semaine dernière les plans et l'état du chantier de cette future capitale. Et quand on regarde une carte, le glissement vers l'Est est un fait. Berlin n'est qu'à 80 km de la frontière polonaise et c'est là une bonne base pour prospecter les marchés de l'Est. Or, ce qu'il y a d'intéressant à rappeler, c'est que l'Allemagne est un État fédéral et que Berlin, nouvelle capitale, ne va pas vider Bonn de sa substance et de son importance. Alors comment les choses vont-elles se passer entre les 2 villes ? Bonn devient ville fédérale et conservera 7 ministères importants. Là aussi, la ville est bien située, elle est à près de 2 heures de route de Bruxelles, elle est proche des institutions européennes, de l'OTAN, proche des potentiels technologiques de l'axe rhénan et au cœur du land le plus riche d'Allemagne, la Rhénanie du Nord, Westphalie. Alors ce changement de capitale va introduire de nombreux changements.
Mais ce qu'il convient aussi de faire apparaître, c'est le double mouvement. À ce glissement vers l'Est correspond un maintien à l'Ouest, constant, répété, mais moins spectaculaire. Le maintien à bonne de plusieurs ministères, dont, soit dit en passant, celui de la Défense, s'inscrit dans la continuité de la construction européenne. Double mouvement. Car la réunification renforce le poids relatif de l'Allemagne en Europe. La population est de 81 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Elle représente désormais plus de 28% du PNB européen contre 18% pour la France. Elle est la première puissance économique du continent, la troisième puissance mondiale. Mais plus forte économiquement et démographiquement, elle a besoin de l'Europe, et ceci pour au moins 3 raisons. Rappelons tout de même que 60% de ces investissements se font dans les États membres de l'Union européenne. 57% de ces exportations vont vers les pays de l'Union, dont 12% avec la France, qui est son premier partenaire commercial, dans les deux sens. Le coût de la réunification est partagé par les partenaires européens d'Allemagne, par le biais de divers programmes communautaires et le jeu des taux d'intérêt allemands. Par un mouvement inverse, l'Allemagne encourage l'aide de Bruxelles aux pays post-communistes d'Europe centrale. Donc on le voit, le schéma est global. Ce qui est bon pour la stabilité du flanc est de l'Allemagne est bon pour la stabilité de l'Europe. On le comprend, l'Allemagne reste un pilier de la construction européenne et ce qui se joue maintenant, c'est le passage à la monnaie unique. Le débat reste vif en Allemagne et rappelons à cet égard le poids des gouvernements des Länder par rapport au gouvernement fédéral. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, la monnaie unique ne suffira pas à stabiliser ou à relancer la construction européenne. Une zone monétaire peut se défaire rapidement, on l'a vu avec le rouble, on le voit avec les turbulences financières en Asie. La question est donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après l'euro? La monnaie unique est un atout, ce n'est pas une fin, tout simplement car il ne peut y avoir de confiance monétaire durable sans confiance sociale, donc sans cohésion sociale dans les pays membres de l'Europe. L'entente franco-allemande est certes nécessaire à la construction de l'Europe, mais elle a été l'affaire des gouvernants. Il faut qu'elle devienne maintenant celle des parlements, puis celle des peuples. Deuxième remarque. Il y a constamment dans le triangle Londres-Paris-Berlin la question des relations avec les États-Unis. On est sorti du cadre de la confrontation Est-Ouest, la France a perdu en poids relatif et en importance géopolitique, et la nouvelle compétition économique globale impose à l'Allemagne de constants ajustements dans le domaine industriel et celui des services entre ses choix pro-américains et ses choix pro-européens. Or, la question américaine n'est pas liée seulement à la compétition économique. Il ne s'agit pas d'être pro ou anti-américain. Non, elle est liée à la puissance, sa définition et sa réalité. Alors, l'Europe veut-elle être une puissance dans 20 ans, au XXIe siècle? Eh bien, la France et l'Allemagne divergent sur cette analyse.